Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala Rasulillah Karim. Donc, on continue, mes chers étudiants, avec notre cours. Donc, on rentre dans l'activation, après avoir bien sûr terminé avec la maturation des lymphocytes et l'obtention des LTA CD4 ou bien CD8 naïfs, c'est-à-dire naïfs non différenciés, non rencontrés d'abord avec un antigène. Donc, ce rencontre va provoquer leur activation et leur différenciation, soit pour les LT CD4 ou bien les LT CD8. Donc, les LT CD4 va se différencier. Donc, l'objectif de l'activation et de la différenciation. Donc, on a des LT CD4 et les LT CD8. L'objectif, c'est d'expansion clonale, يعني la prolifération. يزيد من النمبر تاعها. Il y a un nombre qui s'élève. Donc, après la maturation, bien sûr, on a trouvé des différentes LT avec des récepteurs TCR à parties variables différentes. Mais le nombre de ces clones est petit pour l'expansion. Donc, il faut un rencontre ou la LTK avec un antigène. Donc, il y avait expansion et également différenciation. Quoi? En LT, bien sûr, helper 1. Il y a des LT helper 2. Il y avait des LT helper régulateurs. Il y a également des LT helper 17, etc. Et des LT helper mémoire. D'accord? Et pour les CD8, donc, ces CD8 également, il y avait expansion clonale et différenciation de ces LT-CD8 en LT cytotoxique et LT, bien sûr, CD8 mémoire, cytotoxique mémoire. Voilà. Donc, l'activation et différenciation des lymphocytes. On commence par l'activation et différenciation des LT-CD4. Donc, ce processus, ou bien ces processus de l'activation et de la différenciation ont lieu dans les organes lymphoïdes secondaires, tels que la rate, c'est l'organe secondaire le plus volumineux, les ganglions lymphatiques et également, à moindre degré, dans les maltes ou bien les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Donc, les LT-naïfs circulent continuellement. Elles circulent de façon continue entre le sang et la lymphe pour atteindre ou bien rejoindre les organes lymphoïdes secondaires qui représentent le lieu de l'activation et de la maturation. Donc, si on voit ce schéma qui représente les deux circulations lymphatiques et sanguines, on trouve bien sûr la circulation sanguine est bien sûr liée au cœur. Donc, c'est le cœur qui représente la pompe de sang. Le sang sort du cœur vers les artères pour irriguer les différents organes de corps. Alors que les veines récupèrent l'eau, bien l'excédent de l'eau, les déchets, les antigènes, les différentes, c'est-à-dire CO2, c'est-à-dire toutes les molécules des tissus. Du tissu, vous voyez, ici on a un tissu, les cellules représentent un tissu. Ici au niveau du bras, par exemple, il y avait de sang qui sort à travers l'artère et pour irriguer. Alors on a de l'eau et des nutriments sort du sang vers les tissus. Donc là, pour donner ce qu'on appelle la lymphe interstitielle ou bien le liquide interstitiel, c'est une lymphe. Alors, la lymphe, donc il y avait de l'eau et des déchets de métabolisme et tout. Il y avait une quantité récupérée par les veines. Mais l'excédent de l'eau, est récupéré par les vaisseaux lymphatiques, représentés en vert. Donc, ces sont des vaisseaux lymphatiques. Alors, elles récupèrent quoi? Elles récupèrent l'eau, les déchets, les antigènes. Donc, on voit ici la circulation lymphatique au niveau
de corps qui est monodirectionnel. C'est-à-dire la lymphe se passe de bas au haut en monodirection. Cette lymphe, ou bien circulation lymphatique, est plein aux nœuds, sont des nœuds lymphatiques ou bien des ganglions lymphatiques. Sont très concentrés au niveau des aines, au niveau des icelles, au niveau de l'intestin grêle, représentant ce qu'on appelle les plaques d'Opayer. Et comme on a, voilà, donc, et au niveau de tout l'organisme, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds lymphatiques dans notre organisme, mais sont très concentrés dans ces parties. Également ici, à côté des amygdales, donc sont trop riches. Donc ça, c'est pour les ganglions. Et également, on a comme organe lymphoïde secondaire, on a la rate. La rate, c'est l'organe le plus volumineux qui capte et filtre les antigènes de sang, qui circulent au niveau du sang. Comme on a les tissus lymphoïdes secondaires, les maltes, représentés essentiellement par les amygdales, lorsque, bien sûr, inflammés ou bien, c'est-à-dire infectées, pardon, donc elles se gonflent et augmentent de volume. On a les amygdales, on a les végétations adénoïdes au niveau de nez. On a également l'appendice dans le tube digestif, le saranzaïd. Voilà. Pardon. Alors, on a le cœur qui représente la pompe de sang. Le sang sort ou bien circule dans les artères, les veins, et il y avait une pompe, c'est le cœur. Alors que la lymphe ne représente pas une telle pompe. Ce qui permet la circulation lymphatique, c'est la pression mécanique des muscles. C'est-à-dire, lorsque les muscles se contractent, elles provoquent une pression permettant la circulation lymphatique. Ce qui fait ressortir ou bien déduire l'importance de l'exercice physique dans la performance de notre circulation lymphatique, alors dans notre système immunitaire. Donc on voit, lorsqu'on fait un zoom des ganglions, on trouve qu'il y avait un vaisseau efférent qui permet le rentrée de la lymphe dans les ganglions et des vaisseaux efférents qui permet la sortie de cette lymphe. Comme le schéma, déjà vous avez normalement cette planche, et cette planche est extraite de ce livre d'immunologie. Donc, il y avait le schéma qui représente le ganglion. Dans le ganglion, il y avait 3 parties. On a la partie, le cortex, en jaune, il y a le paracortex en rouge, il y a médulla en vert. Comme on a un artère ganglionnaire, يعني كاين دم يدخل au niveau des ganglions. Donc l'artère est terminée par ce qu'on appelle des vénules post-capillaires. Les vénules. Ces vénules permettent quoi? Ou bien pourquoi le sang rentre au niveau des artères? Pour faire un échange entre le sang et la lymphe. Donc également il y avait des lymphocytes de sang, c'est-à-dire passent vers la circulation lymphatique via ces vénules. Donc ces vénules, ce qu'on appelle, sont des vénules à endothélium IV, ou bien la paroi endothéliale est très épais. Donc ici on voit les vénules, c'est le sang, et il y avait des lymphocytes qui passent par le phénomène d'extravasation. Elles migrent de la circulation lymphatique pour atteindre les ganglions. C'est-à-dire, elles peuplent ici au niveau de cortex. Voilà pour le... Alors, dans le paracortex, alors le cortex d'abord est peuplé en follicules lymphoïdes. Les follicules. Alors, il y avait des follicules. Les follicules ont deux parties. Il y avait la partie périphérique et le centre germinatif.
La partie périphérique, on trouve des lymphocytes, des macrophages et des LB. La partie centrale, on trouve généralement des LB. Yani, le centre germinatif est très peuplé en lymphocytes B. On a des LB. Au niveau de paracortex, on a des lymphocytes et des cellules présentatrices d'antigènes. Là où il y a le rencontre entre les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigènes telles que les macrophages et les cellules dendritiques, conduisant à l'activation des lymphocytes et leur différenciation. Au niveau du médula, la partie médulaire sont généralement des lymphocytes B différenciés en plasmocytes. Donc on trouve des plasmocytes qui sécrètent déjà des anticorps. Lorsqu'on voit la rate ou bien l'organe lymphatique qui capte les antigènes de sang, ici on ne trouve pas de circulation lymphatique. Donc il y avait uniquement un artère splénique qui fait l'entrée de sang et un vein splénique qui bien sûr permet la sortie de sang. Dans la rate, on trouve deux zones. Il y avait la pulpe rouge qui est riche en globules rouges vieillis ou bien non fonctionnels, mortes. Comme on a il y avait des macrophages également dans la pulpe rouge. Il y en a la pulpe blanche. La pulpe blanche qui est partagée ou bien, c'est-à-dire donc divisée en deux parties. On a ce qu'on appelle la zone marginale. Ici, la zone marginale, on trouve généralement des macrophages, des cellules, des CPA, présentatrices d'antigènes. Vers l'intérieur de la pulpe blanche, on trouve le PALS ou bien le manchon lymphoïde périartériel. Le manchon périartériel est peuplé en lymphocytes T. On a des LT. Donc, à cette zone, il y avait l'activation et la différenciation des LT, bien sûr, par leur rencontre avec les CPA. Comme on trouve des follicules lymphoïdes, ces follicules lymphoïdes sont riches en LB. Il y a généralement des LB, comme on trouve dans la zone périphérique, des macrophages, des cellules dendritiques et des LT, bien sûr. Donc, le schéma, normalement, la planche, normalement, est chez vous. Donc, il y avait la rate et les ganglions, comme on trouve les maltes, c'est-à-dire les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Donc, on a muqueuse, on avait des follicules moins développés que les follicules existent dans les organes lymphoïdes primaires, dans les organes lymphoïdes tels que les ganglions et la rate, les plus développés. Alors, il y a la partie muqueuse et ce muqueuse est représenté ici. C'est-à-dire ici la partie semiqueuse. Dans la partie semiqueuse, on a ce qu'on appelle la lamina propria. Dans cette partie, il y avait la rencontre avec l'antigène et la fabrication surtout des anticorps de type IgA. Donc, on continue avec la différenciation des lymphocytes. Voilà. On a mentionné préalablement dans la maturation, c'est que les LT CD8 et les TCA, soit pour les LT CD4 ou bien les LT CD8, ne rencontrent pas un antigène libre, mais elles rencontrent un antigène lié soit au CMH1 pour les LT-CD8 ou bien CMH2 pour les LT-CD4. Alors, le schéma représente les deux types de CMH, 1 et 2. Le CMH1, trouvé au niveau de la membrane de toutes les cellules nucléées.
les CPA, les lymphocytes, les cellules musculaires, hépatiques, adipocytes, toutes les cellules, c'est-à-dire nucléées. Lorsqu'on dit nucléées, alors on déduit c'est que les globules rouges ne renferment pas de tels CMH, puisque ne renferment pas de noyau. Alors, comme les cellules de l'organisme renferment le CMH1, à l'exception des globules rouges. Alors que le CMH2 existe dans la membrane des cellules présentatrices d'antigènes seulement, telles que les cellules dendritiques et les macrophages. Et transitoirement, au niveau des LB, on va voir comment. D'une manière transitoire, au niveau des LB, au cours de leur activation. Ce CMH1 est, composé d'une chaîne transmembranaire. Maintenant, on fait la distinction entre 1 et 2. 1, une chaîne transmembranaire, alors que 2 chaînes transmembranaires. Ces molécules du CMH sont des immunoglobulines-like. Qu'est-ce que ça veut dire, immunoglobulines-like? C'est-à-dire kif kif, يشبهوا, comme les immunoglobulines, c'est-à-dire comme les anticorps. Alors, c'est la même signification lorsqu'on dit appartient à la superfamille des immunoglobulines. Appartient à la superfamille des anticorps. Parce qu'il y avait la disposition de domaines extracellulaires en domaine d'aminoacides. Et chaque domaine représente un nombre bien important en aminoacides, 80, 90, ça dépend le domaine. Et ça dépend de la molécule. Donc pour le CMH1, il y avait une chaîne qui représente 3 domaines d'aminoacides, alpha 1, alpha 2, alpha 3, et une protéine globulaire, c'est la bêta 2 microglobuline. Alors, elle représente l'antigène ici, dans ce niche, là, le nez, pour être rencontré par le TCR des lymphocytes CD8. Cette liaison est renforcée par le CD8. Alors, renforce la liaison. Le CD8, c'est le TCR, CD3 bien sûr. Et il y avait le CD8. CD8, c'est un protéine, également immunoglobuline-like, représente 2 chaînes. Il y a 2 chaînes et chaque chaîne a un domaine d'aminoacides extracellulaires. Et la liaison de CD8 avec le CMH1 est effectuée au niveau de alpha 2, alpha 3 et bêta 2 microglobuline. Donc, le domaine d'interaction est représenté comme ici. Il y a l'interaction de CD8 avec alpha 2, alpha 3 et bêta 2 microglobuline. Là, pour renforcer la liaison entre les deux cellules, entre la cellule qui porte le CMH1, par exemple la cellule infectée ou bien la cellule tumorale, avec le CD8. Alors que le CMH2 renferme 2 chaînes. On a la chaîne alpha avec 2 domaines d'aminoacides alpha 1, alpha 2 et une chaîne bêta 1, bêta 2. Et se rencontre avec le TCR, donc via la présentation de l'antigène, la poche de l'antigène, ici. Et elle rencontre de l'antigène lié sur leur CMH du type 2, rencontre les TCR de CD4. Donc ici, on a également TCR CD3 de lymphocyte 4. Et la liaison entre le TCR et le CMH qui porte l'antigène est renforcée par le CD4. Ce CD4 également, c'est un immunoglobuline-like. C'est une chaîne protéique transmembranaire qui porte 4 domaines d'aminoacides extracellulaires. Et leur interaction est effectuée avec bêta 2. Avec le domaine bêta 2, ici on représente l'interaction. Alors, elle renforce également la liaison entre le lymphocyte TCD4 et le CPA qui porte ce CMH2.
Donc, concernant le mécanisme de la présentation des antigènes au niveau de CMH1 ou bien 2, donc je vous présente cette planche. Au niveau de la planche, on voit comme une cellule divisée en deux. Donc, la division désigne si que les deux présentations pourraient être effectuées au niveau d'une même cellule, telles que les cellules sépia. Ou bien les sépia sont les seules cellules qui peuvent faire la présentation au niveau de CMH1 et 2 à la fois. Parce que ces cellules ont le CMH1 parce que ce sont des cellules nucléées et le CMH2 sont des cellules présentatrices d'antigènes. Et la présentation au niveau du CMH de type 1 concerne les cellules nucléées seulement. Donc, le schéma. Alors, montre la présentation au niveau de CMH1 concernant les cellules nucléées. Et au niveau de CMH1 et CMH2, cette présentation pour les sépia, cellules présentatrices d'antigènes. La présentation au niveau de CMH1 concerne les antigènes endogènes. Ces antigènes sont représentés généralement par des antigènes virales. Il y avait des virus qui rentrent au niveau de la cellule et hébergent ici ils se multiplient, c'est-à-dire transforment la machinerie de la cellule au bénéfice de leur multiplication. Ou bien c'est-à-dire l'utilise des enzymes de la cellule, les protéines, pour se multiplier. Donc, il héberge au niveau de la cellule et il y a des antigènes anormaux également, sont exprimés par les cellules témorales. Et la présentation au niveau de CMH2 sont des antigènes exogènes. Donc ici, les antigènes exogènes. Ces antigènes, il y avait des bactéries, il y a des venins ou là des toxines, molécules toxiques, etc. Donc ici, l'antigène est d'origine extérieure et directement reconnu par une phagocyté présentée au niveau de CMH2, ou bien un antigène endogène, c'est-à-dire bien sûr il est envahit la cellule, puis il héberge, reste à l'intérieur et représenté comme un antigène endogène. Donc au niveau de la cellule présentatrice d'antigène, on trouve cette présentation pour l'antigène exogène, et on trouve la présentation au niveau de CMH1, tout simplement parce que la CPA pourrait être également infectée par virus, ou bien transformée en une cellule anormale. Donc la planche présente le mécanisme de la présentation en détail. Donc, concernant les antigènes endogènes, ici, on a un antigène qui rentre au niveau de ce qu'on appelle protéasome. Le protéasome, c'est quoi? C'est un complexe enzymatique qui dégrade les protéines. Ce sont des protéases complexées et forment une forme cylindrique. Donc l'antigène rentre à l'intérieur, subit une dégradation, puis il est libéré. Les fragments de l'antigène digérés, donc on a des épitopes ou bien des déterminants antigéniques, rentrent vers le réticulum endoplasmique rigoureux ou bien granuleux via un canal transporteur, c'est le TAP Transporter Associated with Antigen Processing. Je peux montrer ça. On a AER, un antigène
Donc, ça, c'est la cellule, bien sûr. On est dans le cytoplasme. Un antigène endogène rentre au niveau de protéasome et dégradé, subit la dégradation pour donner des fragments antigéniques. Les fragments antigéniques rentrent via la cape vers l'intérieur de réticulum endoplasmique. L'antigène se trouve à l'intérieur du réticulum endoplasmique rigoureux. Cet antigène est ensuite présenté au niveau de CMH de type 1. Donc, sachant que au niveau de la membrane, c'est-à-dire vers la lumière du réticulum endoplasmique rigoureux, on a les deux types de CMH. On a le CMH1 et le CMH2. La question qui se pose, pourquoi un antigène endogène se présente-t-il au niveau de CMH1 et non pas au niveau de CMH2? La réponse, c'est que le CMH du type 2 était bloqué par une chaîne polypeptidique nommée la chaîne invariante. On a cette chaîne. Donc, l'antigène est présenté au niveau de CMH1, mais par des étapes. Ici, le schéma montre les étapes. On a des protéines nommées des protéines chaperones. Ces protéines chaperones sont des protéines de soutien. C'est-à-dire, ils donnent une forme très adéquate pour lier l'antigène ainsi que la chaîne bêta-2 microglobuline, qui reste, c'est-à-dire présentée à l'extérieur, liée avec cette chaîne de CMH. Donc, il y avait premièrement la protéine calricituline qui rentre. Bien, c'est la calmixine, pardon. La première protéine, c'est la calmixine. Dans cette forme, par exemple pour la calmixine. Alors, après avoir lié la calmixine, donc il y avait la bêta-2 microglobuline, donc calmixine sort et laissez la place à la bêta-2 microglobuline qui rentre. Bêta-2 se lie ici. La libération de calmixine. Puis il y avait d'autres protéines chaperones, sont la tapazine dans cette forme et la c'est la calriticuline, la calriticuline. Ces deux protéines donc aident la liaison de l'antigène. On a la calmixine aide la liaison de bêta-2 microglobuline. La tapazine, la calricituline favorise une forme permettant la liaison de l'antigène. Donc là, l'antigène vient se lier dans son nid, alors que les deux protéines sont libérées. Et à la fin, on trouve la molécule de CMH1 liant l'antigène et avec elle, bien sûr, la chaîne polypeptidique bêta-2 microglobuline qui ça va, bien sûr, exocéter vers l'extérieur. Donc, concernant le schéma, donc, la formation des vésicules issues de RER après avoir lié la bêta-2 microglobuline et l'antigène pour former des vésicules dirigées vers l'appareil de Golgi. De l'appareil de Golgi, donc, il y avait
la dissociation des protéines chaperone. Ces bonds sont dissociés et il y a des vésicules directement dirigées vers l'exocytose. Sont exocytées vers la face externe de la cellule et présentent l'antigène au niveau de CMH1. Concernant la présentation au niveau de CMH2, donc le CMH2 issu ou bien les vésicules qui portent le CMH2 issu de réticulum endoplasmique rigoureux, ils portent, le CMH est bloqué par la chaîne invariante, sont dirigés vers l'appareil de Golgi. Au niveau de l'appareil de Golgi, il y avait la dégradation de la chaîne invariante, mais il reste uniquement une chaîne nommée clip. Ce clip, c'est classe 2 Associated Invariant Peptide. Donc, là, il y avait un antigène exogène rentre par le phénomène d'endocytose ou bien de phagocytose. On parle endocytose ou bien pinocytose. C'est la taille de l'antigène est petite, mais c'est de la phagocytose, il s'agit d'une bactérie ou bien un parasite, c'est-à-dire il y avait molécules ou bien particules volumineuses. Donc, il y a la formation des phagosomes ou bien des endosomes. Ces phagosomes sont liés avec des lysosomes issus de l'appareil de Golgi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces lysosomes? Il y avait la dégradation de l'antigène. Pour être clair, ici, le RER, il y a la formation des vésicules qui portent le CMH2 avec la chaîne invariante. Ces vésicules rentrent au niveau de l'appareil de Golgi. Donc, rentre, puis sort de cet appareil. Et il y avait la dégradation de la chaîne invariante. Parce que les lysosomes sont des hydrolases. Donc, il y avait la dégradation de la chaîne invariante, mais il reste uniquement, il y avait uniquement un fragment nommé clip. L'antigène exogène rentre pour former un phagosome. Ce phagosome se lie avec un lysosome. Donc, on a directement et le lysosome porte le CMH de type 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau du phagolysosome? Il y avait un échange de clip par le fragment antigénique. Ça sera un échange. Et c'est le fragment antigénique qui favorise cet échange. Ici, ou bien c'est le CMH2. CMH2, c'est lui qui favorise l'échange du peptide par la chaîne invariante. Et le reste est dirigé vers l'exocytose. Donc, là, ça sera l'exocytose. Et la présentation de l'antigène exogène au niveau de CMH2.